Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à ce qu'on appelle la philosophie du vivant. Ça veut dire l'étude, en particulier de l'être humain comme vivant. Et j'en suis rendu à une annexe, à cause d'une question tout à fait récente, la question de l'intelligence artificielle. Nous avons vu dans la précédente vidéo que ce terme était en fait abusif, puisque toutes les machines qui miment l'intelligence, n'ont absolument aucun jugement conscient sur ce qu'elles font. Et donc elles ne sont absolument pas intelligentes au sens littéral du terme, même si, je dirais, les opérations qu'elles font y ressemblent très fort. Et je voudrais voir dans cette vidéo où est-ce que, en 2019, nous en sommes rendus pour ces, entre guillemets, intelligences artificielles, décrire exactement où on en est et qui va, dans les années à venir, évidemment, se développer. On peut même prévoir jusqu'où, en tout cas dans la technologie actuelle, cela peut se développer. Eh bien, je dirais que ce qui est absolument formidable, génial, dans ces ordinateurs et les intelligences artificielles, entre guillemets, qu'on utilise, c'est leur côté quantitatif. Ça veut dire que c'est extrêmement rapide, tellement rapide, à raison de plusieurs milliards, ou plusieurs quelquefois centaines de milliards d'opérations à la seconde, que finalement, le quantitatif en finit par être qualitatif, une qualité particulière. Et je voudrais donner quelques exemples significatifs dans tous les domaines pratiquement où cette intelligence artificielle, entre guillemets, s'est développée. La première chose qui est remarquable, et là pour le coup que tout le monde utilise, c'est que grâce à cela, on reçoit ce qu'on pourrait appeler une base de données extraordinairement étendue. N'importe quel ordinateur portable en 2019 met à la portée du monde, à travers des moteurs de recherche comme Google, qui sont une forme, entre guillemets, d'intelligence artificielle, en réalité, simplement, ce qu'on pourrait appeler un algorithme qui, quand on lui met quelques mots-clés, par exemple, théologie, catholique, Trinité, Arnaud Dumouche, pourquoi pas, pour ajouter le nom d'auteur, on tombe instantanément sur toutes les vidéos ou tous les sujets qu'aurait produit ce théologien sur la Trinité en théologie catholique. Instantanément. C'est fantastique. Quand on pense à ce qu'il fallait comme recherche il y a 25 ans pour trouver la même chose, des bibliothèques, des heures de fouilles dans des bouquins poussiéreux, eh bien ce travail, il est fait instantanément. Est-ce que c'est de l'intelligence? Non, c'est pas de l'intelligence. C'est simplement une rapidité qui permet, d'accéder sur Internet à tout ce qui est publié concernant tel ou tel article en fonction des mots-clés qu'on rentre. Et la preuve que ce n'est pas intelligent en soi, c'est que si je mets des mots-clés plus vagues, comme par exemple scolopendre, eh bien, je trouverai par Internet toutes les occurrences où ce mot apparaît. Et ce sera des dizaines de milliers. Il y aura évidemment l'animal, à quoi ça correspond, et il y aura sans doute les insultes du capitaine Haddock dans Tintin. Mais il y aura peut-être aussi une boîte de nuit qui s'appelle Scolopendre quelque part à Nancy, etc. L'ordinateur ne comprend rien à ce qu'il fait. Il a simplement un mot-clé et il donne toutes les occurrences où c'est apparu. Et voilà. S'il y en a 100 000, il y en aura 100 000. Il ne trie pas. Peut-être que si on lui met dans son algorithme, le fait qu'il doit mettre en premier ceux qui ont été les plus consultés, eh bien, on aura sans doute l'insulte du capitaine Haddock en premier. Il n'a donc que l'ordre qu'on lui a programmé. Il n'est pas en lui-même intelligent puisqu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il faut bien le comprendre. Alors par contre, quel outil absolument extraordinaire au service de l'intelligence humaine. On peut même prévoir ce qui sera au service de l'homme grâce à ces machines dans quelques années. Il est très probable que, à force de miniaturisation, par une simple oreillette située ici, et avec un petit micro qui passerait ici, et peut-être un petit haut-parleur derrière l'oreille, eh bien, en disant à un ordinateur 100 000 fois plus puissant que nos ordinateurs actuels, qui sera de la taille d'une poussière au-dessus de l'oreille, en lui disant que je veux traduire
ce que je dis maintenant en chinois, eh bien le petit haut-parleur automatiquement traduira en chinois ce que je suis en train de dire en français, avec des reconnaissances de texte. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, par la quantité. Si des milliards d'informations, qui actuellement prennent évidemment quelques secondes, mais là, prennent quelques milliardièmes de secondes, sont traitées, analysées, avec des algorithmes qui permettent, dans le contexte, de trouver la bonne traduction, globalement. Évidemment, il y a toujours des erreurs, mais globalement. Eh bien, on en arrivera à avoir ce qu'on pourrait qualifier de don des langues. Ça veut dire à parler en un seul instant sans avoir jamais appris toutes les langues du monde. Et si, par ailleurs, en disant à cet ordinateur qui est situé là, que je veux savoir tout sur le capitaine Haddock, instantanément, dans mon oreillette, il me donne des informations. Je deviens l'être le plus cultivé du monde. Tout ce qui avait été tellement source de sueur chez nos ancêtres est instantanément présent. Est-ce que ça me rend intelligent? Ça me rend cultivé. Et je ne peux plus étaler ma culture parce que tout le monde l'a au même niveau. Mais l'intelligence, qui consiste à prendre ce qui est pertinent au bon endroit pour savoir le mettre en avant et juger du reste par rapport à cela. Ça, pour le coup, ça vient de moi. Certes, je vais le montrer, l'ordinateur peut aider, si on le programme bien, à mettre en avant ce qui lui paraît pertinent. Est-ce que ce sera valable tout le temps? Eh bien, pas forcément, tout dépend ce qu'on lui a programmé. Quel est le critère qu'on a fait pour qu'il puisse mettre en avant une information qu'il estime plus pertinente? La quantité de clics, de regards qu'il y a eu sur telle occurrence d'un mot? Ou est-ce que c'est la pensée de tel auteur qui, pourtant seul à y penser, aura donné la vérité sur le terme? C'est là toute la complexité de la programmation de l'outil qui lui-même est bête comme un pied. Alors, deuxième apport de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, je l'ai dit, et qui n'est pas plus intelligent qu'une machine, c'est la capacité, quand on le programme avec un algorithme adapté, à faire des liens entre des choses pour lesquelles on aurait pu faire des liens, mais ça aurait demandé une telle recherche que ça aurait pris parfois des dizaines d'années. Prenons l'exemple de la police avec l'ADN. Dans les années à venir, les techniques de l'ADN vont de plus en plus évoluer. Et je dirais que tout être qui rentrera dans une pièce, à moins de s'être mis dans un immense préservatif qui prend tout son corps et qui filtre même sa respiration, parce qu'il déposera ne serait-ce que quelques cellules parce qu'elles tombent de sa peau. Tout être qui rentre dans une pièce pour y commettre un crime, on prélèvera quelques cellules, on aura toutes les cellules de ceux qui sont passés dans cette pièce et on repérera instantanément sur des bases de données le nom des personnes qui sont passées dans cette pièce et peut-être même quelquefois avec les dates où ils sont passés en fonction de la quantité de cellules ou de l'état des cellules qui sont dans la pièce. Eh bien, cette capacité à faire des liens entre une donnée, à savoir par exemple l'ADN, et une personne qui a été fichée sur des bases de données, ça, l'ordinateur le fait. Et le fait à toute allure, puisque au fur et à mesure de la rapidité des traitements, eh bien, je dirais, en une seconde, on peut trouver l'ADN peut-être ayant fiché toutes les personnes qui sont sur Terre, les 7 milliards actuels de personnes qui sont sur Terre. Et en une seconde, il a trouvé à qui appartient l'ADN. Ça peut être pareil pour la reconnaissance du visage, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Cette rapidité d'action qui est due à la quantité, à la vitesse, eh bien, devient une qualité. Mais ce n'est pas de l'intelligence. C'est du traitement de données, si on peut dire. Un travail de bureau qui habituellement était fait par des esclaves qui comparaient étape par étape, feuille par feuille, et maintenant fait par une machine automatiquement. Il n'y a rien d'intelligent, il y a juste une mise en rapport de choses, et c'est très utile. C'est encore une fois un outil très utile pour l'intelligence du policier qui, du coup, à partir de là, va peut-être, parce que sa base de données lui donne aussi des profils psychologiques des personnes, leur casier judiciaire, inférer de qui est coupable. Mais il peut se tromper. Mais lui, il est intelligent et il sait qu'il peut se tromper. Il sait que dans la réalité, il peut même y avoir parfois des coïncidences
qui fait qu'une personne, au niveau de toute probabilité, est coupable, alors qu'en fait, c'était juste un manque de chance, le mauvais endroit au mauvais moment. L'ordinateur, lui, il va simplement présenter toutes les données qui sont là. La quantité de données, quelquefois même, qui peuvent arriver pour une personne qui n'a pas de chance, qui n'est pas le criminel, mais qui était au mauvais endroit. Et c'est uniquement l'intelligence humaine qui, par d'autres enquêtes, pourra peut-être arriver à la vérité. Pourquoi l'ordinateur ne peut pas faire cela tout seul? Je l'ai dit, tout simplement parce qu'il ne comprend rien aux données qu'il traite. Il n'a pas de jugement, il n'a pas de conscience, il est une machine. Il faut bien le comprendre. Alors évidemment, au point de vue, toujours pareil, de cet instrument extraordinaire, extraordinairement rapide, on peut le programmer pour tirer des conclusions. Pas seulement pour mettre en rapport des choses comme je viens de l'indiquer, donc un ADN avec une fiche, mais pour tirer parfois des conclusions. Je vais donner un exemple. En médecine, imaginons que des centaines de médecins qui travaillent sur un ordinateur avec une base centrale évidemment de données, infèrent qu'il arrive des personnes, ce jour-là, qui ont la langue avec des petits points bleus et qui se mettent à tousser, puis ensuite qui rentrent dans des spasmes. Et ces ordinateurs voient que ça se produit du côté de Limoges, et puis ensuite ça s'étend à Paris, puis 2 heures plus tard à Hong Kong. Eh bien, ce que l'intelligence humaine pourrait faire, l'ordinateur, si on lui a mis le bon algorithme, va le donner instantanément en disant « alerte, alerte, il y a ici des symptômes inconnus qui partent d'un endroit et qui manifestement sont en train de se répandre à tel autre endroit, à tel autre endroit. » L'ordinateur va donc tirer, à partir des prémices qui sont données, une conclusion. Il y a une épidémie nouvelle qui est en train de se déclencher. La capacité de tirer à partir de données, de tirer des conclusions, ça s'appelle le raisonnement. Ici, en l'occurrence, c'est un raisonnement inductif. On part des faits et on en induit la cause. On pourrait dire, il y a donc là manifestement une intelligence. Le raisonnement, c'est le propre d'une intelligence. Eh bien, pas du tout. Le raisonnement, quand il est accompagné d'un jugement sur ce qui est raisonné, est le propre d'une intelligence. Mais là, en l'occurrence, c'est simplement un lien, je dirais, presque par mode de calcul, entre des données qui aboutissent logiquement, par, je dirais, des choses qui ont été programmées en lui, à une conclusion. Mais l'ordinateur n'est pas intelligent puisqu'il ne comprend rien de rien à ce qu'il fait. Simplement, l'intelligence humaine qui, elle, reçoit cette alerte, est capable de comprendre et donc de lancer l'alerte au niveau santé pour qu'on se mette à mettre en quarantaine les personnes qui sont atteintes, etc., pour mettre fin, dès le départ, à cette épidémie qui peut-être pourrait être mondiale. Je voudrais donner quelques exemples repris de ce que j'ai fait au début de cette vidéo pour bien montrer que jamais ces logiciels, ces intelligences artificielles, qui ne sont en fait pas intelligentes, ne pourront remplacer l'intelligence humaine qui, normalement, est capable de juger. Prenons par exemple cette immense base de données qu'est l'informatique, donc qui permet d'accéder instantanément à toutes les informations du monde. Il y avait un professeur qui m'avait raconté qu'il avait demandé un jour un élève et une recherche aux élèves sur un devoir par rapport à la Bérésina. La Bérésina, en fait, c'est une affaire qui concerne la guerre napoléonienne. Je dirais le retour de l'armée française depuis la Russie lors d'une défaite gigantesque à cause du général Hiver, comme m'avaient dit les Russes. Eh bien, un des élèves qui s'était servi d'Internet avait rendu un travail sur l'abbé Résina, qui existe quelque part. Et voilà. Eh bien, l'abbé Résina, il existe, mais ce n'est pas l'abbé Résina. On pourrait dire la même chose en ce qui concerne le fait de trouver par des bases de données le rapport entre l'ADN et une personne. Il y a eu un crime particulier en France qui a été connu. Une jeune fille qui s'est retrouvée assassinée et violée. Et il y avait
sur le lieu de son crime un préservatif avec du sperme. Eh bien, en se servant de la base de données, on n'a pas trouvé à qui ça correspondait. Mais il y avait un concierge de l'immeuble où elle habitait qui avait été condamné auparavant pour viol. On a pris son ADN. L'ADN ne correspondait pas au sperme trouvé sur place et qui était celui de son assassin. Heureusement qu'il y avait un policier intelligent et qui a pensé que simplement le trucage était facile. Récupérer un préservatif dans les poubelles de l'immeuble, le mettre à la place de son crime et faire passer ainsi quelqu'un d'autre pour lui qui était le simple criminel. Et c'est ainsi que le criminel a été trouvé. L'ordinateur, s'il était tout seul, livré à lui-même, n'étant pas intelligent, ferait le rapport et dirait « Puisqu'il y a un préservatif sur place où a été violée et assassinée cette jeune fille, on a donc le coupable, point. » Finalement, pour conclure cette partie, on pourrait dire que ces outils donnent des promesses extraordinaires pour l'avenir, en tout cas des aides qui pourraient être formidables, mais ils doivent être considérés sans doute simplement comme des outils. Tout outil, quel qu'il soit, par exemple un couteau, peut servir à faire le bien, comme par exemple opérer un malade, pour par exemple vider un abcès, ou peuvent servir à faire le mal, par exemple tuer un innocent. Eh bien, c'est pareil. Étant donné ce que c'est que l'être humain et qu'il a montré depuis toujours ce qu'il était, on peut dire qu'il n'apportera rien de parfaitement positif ou de parfaitement négatif à l'intelligence, mais simplement une quantité de données qui sont là et qui peuvent être manipulées ou pas. Il y a des aspects positifs dans ce sens que, pour le moment, Internet, l'information est diversifiée et donc normalement, quelqu'un peut se faire divers jugements et donc voir la complexité des choses. Cependant, l'être humain reste l'être humain et on sait qu'à chaque période de l'histoire, c'est, je dirais, la pensée dominante qui a dominé et que la majorité suit la pensée qui domine. Et si la pensée qui domine change, la majorité suit la nouvelle pensée dominante. L'être humain n'est pas foncièrement, universellement intelligent. Mais, je dirais que si, par contre, les êtres humains, confrontés à cet instrument, arrivent à devenir des vrais philosophes, ça veut dire à n'avoir comme maître que l'humilité devant le réel de l'être humain, le réel de la nature, le réel tel qu'il est donné, tout en sachant que la liberté humaine peut parfois le faire évoluer. Alors peut-être que cet instrument pourrait être utile pour l'intelligence des hommes. A l'inverse, certains ont mis en garde contre l'usage qui pourrait être fait de ces outils s'ils étaient mis dans les mains de tyrans, je dirais d'hommes politiques tyranniques qui voulaient dominer leur peuple. C'est certain. Imaginons qu'Hitler ait eu un tel instrument. Il n'y aurait d'ailleurs plus aucun juif, aucun tzigane, aucun slave de vivant sur terre. Voilà comment il s'en serait servi. Et cette dernière remarque démontre amplement que ce ne sont pas des intelligences que ces outils, mais des instruments qui peuvent être utilisés par l'intelligence humaine pour le bien ou pour le mal.